Bonjour, un épisode assez simple aujourd'hui. On va continuer dans la théorie des groupes, dans cette introduction à la théorie des groupes. Il s'agira pour nous de passer en revue les objets les plus simples dont on a l'habitude, les ensembles de nombres usuels. Alors nous allons déterminer si oui ou non ils sont des objets, si oui ou non ils sont des groupes. Alors, il y a une notion qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la notion d'élément simplifiable. Alors, un élément simplifiable, c'est pas un élément inversible, mais c'est un élément qu'on peut supprimer dans une équation. Par exemple, x est simplifiable si x étoile y égale x étoile z entraîne y égale z. Et en fait, ça doit avoir lieu des deux côtés. Il faut être simplifiable à la fois à gauche, mais aussi à droite, pour qu'on puisse dire que l'élément est simplifiable. Alors, ça ne veut pas dire que l'élément est inversible. Donc, tout élément d'un groupe est automatiquement simplifiable, car on peut l'inverser, mais la réciproque est fausse, c'est-à-dire il y a des objets qui ont une loi pour lesquels tous les éléments sont simplifiables, mais ils ne sont pas inversibles. Certains d'entre eux, en tout cas, ne le sont pas. Mais on peut toujours, il y a une construction universelle qui permet de faire ça, on peut toujours, quand on a un objet dont tous les éléments sont simplifiables, le compléter en un groupe, c'est-à-dire ajouter les inverses. Ajouter artificiellement, créer des inverses et les ajouter donc à l'objet de départ et en faire donc un groupe. C'est la raison pour laquelle nous avons parfois une malencontreuse intuition que certains objets sont des groupes alors qu'ils n'en sont absolument pas. Alors, l'extrême opposé de simplifiable, c'est absorbant. Ça, c'est un élément est absorbant si, en fait, on peut le multiplier par n'importe quoi, et ben, ça redonnera lui-même. Alors, cette situation est terrible. Quand on a un élément absorbant, il faut absolument s'en débarrasser. Sans ça, on n'a aucun moyen de faire de l'objet un groupe. Mais même si on se débarrasse des éléments absorbants, il y a des éléments qui sont non simplifiables, mais qui ne sont pas absorbants, donc eux aussi, leur présence empêche de compléter l'objet en un groupe. Alors, commençons par l'ensemble des entiers naturels, l'objet le plus simple que l'on connaisse. Cet ensemble n'est pas un groupe. Pourquoi? La loi est associative, on peut changer l'ordre des parenthèses dans une addition, il y a bien un élément neutre, les éléments sont tous simplifiables, 3 plus x égale 3 plus y, ça entraîne que x égale y, mais malheureusement il n'y a pas d'opposé. 3, son opposé serait moins 3, qui n'est pas un élément des entiers naturels. Et la loi en plus est commutative. Alors, quant à la partie multiplicative, 0 est absorbant, donc c'est fini, on ne peut pas faire de n avec la multiplication un groupe, donc il faut supprimer le 0, donc supprimons-le, et on constate que la loi est associative, qu'il y a un élément neutre, qui est 1, que les éléments sont simplifiables, mais qu'il n'y a à nouveau pas d'inverse. 2 n'a pas d'inverse entier, donc on ne peut pas en faire ce n'est pas un groupe. Et la loi est commutative par contre, donc c'est déjà ça. Alors, pour résoudre le problème déjà de la partie additive, que moins 3 n'est pas en fait un élément des entiers naturels, on peut créer artificiellement les opposés, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et on obtient Z. Et Z, c'est un groupe abélien. C'est-à-dire la loi est associative, il y a un élément neutre qui est 0, et les éléments ont un opposé, chacun. Et la loi est commutative. Donc c'est un groupe abélien, Z pour l'addition. La partie multiplicative, on a toujours le problème de 0 absorbant, donc il faut le supprimer. Et même en supprimant 0, il n'y a toujours pas d'inverse à 2. L'inverse de 2 n'est pas un entier, donc même relatif, donc pas de groupe. Alors pour résoudre ce problème, on crée les nombres rationnels. On ajoute les inverses de tous les nombres. Donc 1 et moins 1 ont déjà des inverses, mais 2, 3, 4, etc. n'en ont pas. Donc on ajoute tous ces inverses et on obtient l'ensemble des nombres rationnels. Q pour quotient si vous voulez. Donc c'est toutes les fractions. La loi est associative pour l'addition. À ce moment-là, il y a un élément neutre et les éléments ont un opposé. Donc ça veut dire que Q se comporte bien pour l'addition. En rajoutant les inverses de Z, les inverses des nombres non nuls, on n'a pas mis en péril l'addition, tout va bien.
la présence du 0 est rédhibitoire, donc on va supprimer le 0, et en supprimant le 0, Q privé de 0, pour la multiplication, c'est bien un groupe abélien, tous les éléments sont inversibles. Donc on a ce qu'on avait, c'est n qui avait deux problèmes, déjà qu'il n'y avait pas d'opposé et pas d'inverse, donc on a construit z, où là tous les éléments ont un opposé, mais ils n'ont pas d'inverse, et du coup on a construit Q, où les éléments ont à la fois un opposé et un inverse. Maintenant, Q a des petits problèmes, c'est-à-dire il n'est pas complet. C'est-à-dire, par exemple, racine de 2. Racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, de même que pi ou e. Donc ces nombres-là qui sont pourtant extrêmement importants en géométrie, ils existent. Pi c'est par exemple l'aire d'un disque de rayon 1. Racine de 2 c'est la diagonale d'un carré de côté 1. Donc c'est des objets qu'on peut construire géométriquement et ce ne sont pas des nombres rationnels. Les nombres rationnels n'admettent que les nombres dont le développement décimal est périodique ou fini. Donc si on prend tous les développements décimaux possibles, non, même ceux qui ne sont pas périodiques ou finis, on obtient ainsi les nombres réels. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a unicité du développement périodique, mais si on admet tous les nombres qui ont un développement périodique quelconque, un développement décimal quelconque, à ce moment-là on obtient les nombres réels. Ces nombres réels gardent les bonnes propriétés. R avec l'addition est un groupe abélien. Pour la multiplication, bien sûr, il faut supprimer le 0, puisque 0 est absorbant. Et on obtient aussi que la partie multiplicative, donc R privé de 0 pour la multiplication, est un groupe abélien. Donc là, on a résolu le petit problème de Q, mais qui n'est pas un problème de nature de la théorie des groupes, mais un problème de nature, disons, que Q est plein de manques. R a aussi des problèmes. Ce n'est pas un ensemble algébriquement clos. Le problème, par exemple, c'est l'équation x carré plus 1 égale 0. Celle-ci n'a pas de solution. X carré moins 1 égale 0 a des solutions, qui sont 1 et moins 1, mais x carré plus 1 égale 0 n'a pas de solution du tout dans R. Donc ce qu'on peut faire, c'est inventer entre guillemets une solution, comme on avait inventé les opposés, inventé les inverses, inventé les nombres dont le développement décimal est illimité. Et ben on invente cette fois une racine carrée de moins 1, et elle suffit en fait pour donner un ensemble dans lequel on est capable de résoudre n'importe quelle équation. Donc cette fois, tout se passe à merveille, l'addition fonctionne, la multiplication a par 0 fonctionne, mais ça c'est normal. Donc C est aussi un objet qui a les mêmes propriétés que R, et il a même une meilleure propriété que les réels, et on est là-dedans, on est capable de dire que tout polynôme non constant admet au moins une solution. Extrêmement pratique. Donc C est complet, algébriquement clos, il est parfait. Alors C n'a aucun problème, mais on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on ne peut pas continuer, est-ce qu'on peut aller plus loin, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que C qui admet toujours des bonnes propriétés. Alors Hamilton, c'est pour ça que ça s'appelle H, Hamilton a réussi à montrer en fait que pour avoir des très très bonnes propriétés, je passe quelques propriétés sous silence, il fallait considérer la chose suivante, ajouter un nombre, un objet qui s'appelle j, qui est aussi une racine carrée de moins 1, donc j carré égale moins 1, et qui multiplie avec i fait la chose suivante, i fois j, c'est moins j fois i. Donc là, on va perdre la commutativité pour la multiplication. Mais en faisant ça, on obtient un objet où h, ça s'appelle les quaternions, je le dirai tout à l'heure pourquoi. Donc h, les hamiltoniens, pour l'addition, c'est un groupe abélien, et pour la multiplication, quand on ôte 0, c'est un groupe non commutatif, donc pas un groupe abélien. Alors, en fait, pourquoi C? C pour nombre complexe, parce que c'est un composé de deux nombres réels. C'est pas des nombres difficiles, c'est juste qu'il faut deux nombres réels pour décrire un nombre complexe. Et pourquoi on appelle H les quaternions? Parce que ici, il faut 4 nombres réels pour décrire un objet de H. Donc ce qui s'est produit, c'est qu'on a perdu une propriété, on a perdu la commutativité. Alors on pourrait se demander, est-ce que c'est un problème? Alors oui, c'est un problème.
On pourrait même continuer la construction. Il y a une construction générale qui s'appelle la construction de Cayley-Hamilton, qui permet de continuer les constructions de ce genre-là, et à chaque fois qu'on avance dans cette construction, on perd une propriété. Il y a le coup suivant, hein, on rajoute encore un objet de la même nature, eh bien on perd l'associativité elle-même. Hein, la partie multiplicative n'est plus associative. Mais on conserve quelque chose qui s'appelle les crochets de lit, donc on a encore un peu de chance, puis le coup suivant, bon, on perd les crochets de lit, enfin ça devient vraiment difficile. Donc, dans tous les exemples que nous avons vus, il y a une propriété qu'on n'a jamais mentionnée, c'est le lien en fait entre l'addition et la multiplication. Et en fait, une définition de la multiplication pourrait être la distributivité. Le fait qu'elle se distribue définit en fait la multiplication dans les entiers, puis du coup, par ricochet, partout ailleurs. Donc la multiplication est définie de la façon, se distribue par rapport à l'addition, c'est-à-dire quand on a x fois, entre parenthèses, y plus z, on peut distribuer la multiplication sur chacun des termes de l'addition, ça fait x fois y plus x fois z. Et dans l'autre sens aussi, ça doit être vrai des deux côtés. Donc la distributivité, c'est une propriété extrêmement importante qui est la définition même de la multiplication en vérité. Alors, quand on a un objet de ce genre-là qui a deux lois, une addition, une multiplication, on dit que c'est un anneau, si toutes les conditions suivantes sont vérifiées. D'abord, la partie additive, c'est un groupe abélien. La multiplication est associative, donc on a envie quand même de cette propriété-là, et la multiplication se distribue par rapport à l'addition. Alors, il est vrai que ceci n'est pas tout le temps vrai, je veux dire, certains auteurs appellent anneaux des objets encore plus généraux, par exemple, quand la multiplication n'est pas nécessairement associative. Seulement, ce sont des objets qui sont, du coup, assez difficiles à étudier. Mais la plupart des auteurs se basent sur cette définition. D'autres ajoutent qu'il y a toujours un élément neutre, enfin, il y a des petites subtilités entre les auteurs, donc il s'agit toujours de vérifier ce que l'auteur entend par anneau. Alors, à cause de la distributivité, en fait, 0 est toujours absorbant pour la multiplication. Tout simplement parce que 0, c'est 0 plus 0. Et donc quand on multiplie par x, on obtient x fois 0, c'est x fois 0 plus x fois 0 à cause de la distributivité. Et en simplifiant, on trouve x fois 0 égale 0, quel que soit x. Donc 0 est toujours absorbant. Donc il faudra toujours supprimer le 0 si on veut parler des propriétés des anneaux. Donc premièrement, si on prend un anneau, un nombre non nul, c'est très important parce que sinon ça n'a pas de sens cette définition, un nombre non nul est un diviseur de 0 s'il existe un autre nombre non nul tel que leur produit est nul. Donc ici c'est quelque chose qui n'a absolument pas lieu dans les entiers. Dans les entiers ou dans les nombres usuels, cette chose-là n'arrive jamais. Par contre, c'est quelque chose qu'on va rencontrer très souvent en arithmétique modulaire ou avec les matrices aussi. Donc c'est quelque chose qui arrive en fait assez régulièrement. Un anneau dans lequel ceci n'arrive jamais, c'est un anneau qu'on appelle intègre. Quand il n'y a aucun diviseur de 0, on dit que c'est un anneau intègre. Alors c'est le cas de Z, et c'est pour ça qu'on a l'habitude que des anneaux intègres, mais en fait il y en a beaucoup qui ne le sont pas. On dit qu'un anneau encore est unitaire ou unifère, alors là aussi ça dépend des auteurs, il y a on a les deux notions qui existent chez les différents auteurs, s'il y a un élément neutre pour la multiplication. On dit aussi que l'anneau est commutatif, si la multiplication est commutative. On dit qu'il est à division si l'anneau privé de 0 pour la multiplication est un groupe. Et on dit que c'est un corps si en plus c'est un groupe abélien. Donc dans les exemples que nous avons vus, Z est un anneau intègre, il n'y a aucun diviseur de 0, unitaire, 1 est un élément neutre, et commutatif. Par contre, ce n'est pas un corps, puisque on ne peut pas inverser les éléments. Q, R et C, par contre, eux sont des corps, et c'est pour ça qu'on les aime beaucoup, ils ont d'excellentes propriétés, on n'a même pas besoin de se poser des questions, tout marche à merveille chez eux. Les quaternions, par contre, c'est un anneau à division.
C'est-à-dire il a toutes les bonnes propriétés sauf la commutativité de la multiplication. Donc là, on a perdu quelque chose, et c'est quelque chose d'important. Par contre, les Hamiltoniens sont vraiment très très utiles en infographie. On peut faire des rotations en 3D par les Hamiltoniens, par les quaternions, et ces procédures qui passent par les quaternions sont des procédures beaucoup plus rapides, enfin beaucoup plus stables que d'autres procédures que vous pourriez connaître usuellement. Donc, disons, on préfère utiliser pour les moteurs graphiques les quaternions pour faire des rotations en 3D. C'est le cas, je crois, d'OpenGL. Donc maintenant, ces éléments-là, on s'aperçoit que Z, Q, R, C et H, donc ce sont des anneaux, certains sont des corps. On va considérer l'ensemble des inversibles, c'est-à-dire la partie multiplicative d'un anneau n'est pas toujours un groupe, sinon ce serait un anneau à division, et c'est encore moins un groupe commutatif, sinon ce serait un corps. Et on va donc prendre une notation spéciale pour les éléments inversibles, on va appeler ça A étoile. Donc A étoile, c'est tous les éléments qui admettent un inverse. Donc il n'y a jamais 0 dedans, entre autres, parce que 0 est absorbant. Donc les éléments inversibles pour la multiplication, ça forme du coup un groupe. Si tout élément est inversible, on a un groupe. Par exemple, Z étoile, ça va être moins 1, 1. Q étoile, ça va être Q privé de 0. R étoile, ça va être R privé de 0. Et C étoile, ça va être C privé de 0. Et c'est là qu'il y a une petite notation qui blesse. C'est-à-dire, on trouve très souvent chez les auteurs des écritures telles que n étoile égale n privé de 0 ou z étoile égale z privé de 0. Et bien la réponse est non, pas du tout. Pas du tout. N étoile, ça devrait être juste 1. Il n'y a que 1 qui est inversible dans les entiers. Et z étoile, ça doit être moins 1, 1, parce que ce sont les seuls nombres qui sont inversibles dans les entiers relatifs. Par contre, pour les corps, ça marche. Q étoile, R étoile et C étoile, c'est bien Q, R et C privé de 0. Donc le problème, c'est que ce constat-là, qui marche pour les corps, que les inversibles, c'est tout l'ensemble privé de 0, tout l'ensemble sauf 0, c'est quelque chose qui n'est vrai en fait que pour un corps à la base, et pas pour un anneau en général. Et du coup, comme on a tellement l'habitude d'écrire R étoile à la place de R privé de 0, certains auteurs, même parmi les plus sérieux, se sont mis à écrire n étoile égale n privé de 0 ou z étoile égale z privé de 0. Mais en fait, il faudrait absolument interdire ceci. Mais comme on a tellement fait cette erreur s'est tellement propagée dans la littérature que maintenant, on n'est plus très certain de ce que signifie z étoile. Alors il faudra vérifier auprès de l'auteur pour savoir ce qu'est z étoile. Un auteur qui parle d'anneaux ou de théorie des groupes, forcément va vouloir dire moins 1, 1. Un auteur qui va parler d'analyse, peut-être, il voudra dire z privé de 0. Donc c'est à vérifier, et c'est très dommage donc que cette erreur se soit répandue, et je vous dis même parmi les auteurs les plus sérieux, donc vous ne pouvez pas présupposer de ce qui va être, de ce qui est écrit. Donc renseignez-vous avant toute chose. Voilà, la prochaine fois, nous allons parler d'arithmétique modulaire, et pour ça, nous allons utiliser la notion d'anneau. Donc c'est pour ça qu'il faut retenir donc, la notion d'anneau et la notion du groupe des inversibles. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.